Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à l'occasion donc de ces débats organisés par la FNAC, à l'occasion donc de la 7e édition donc de la semaine du développement durable, semaine durant laquelle, eh bien, vous le savez certainement, il y a un petit peu plus de 2000 manifestations un petit peu partout en France. Et la FNAC a décidé donc de s'associer à cette semaine avec un certain nombre de cycles de débats et de conférences. Et ici, bien sûr, à Montparnasse, mais également dans d'autres FNAC à travers la France. Alors, pour parler aujourd'hui du thème du dérèglement climatique, eh bien, je vais vous présenter tout d'abord nos invités. Je vous précise que vous aurez bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, tout à l'heure, de leur poser des questions, ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Invités donc que je remercie tout d'abord de leur présence. Tout d'abord, à ma droite, vous l'aurez reconnu, Yves Cochet, ancien ministre, député vert de Paris et auteur de l'Anti-manuel d'écologie, un livre qui est paru aux éditions Bréal. Je rappelle également que vous êtes docteur en mathématiques, c'est quelque chose qu'on oublie parfois de préciser. Trop souvent, voilà, mais vous voyez, le mal est réparé. Michel Charot, qui devait être parmi nous, qui est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, est retenu malheureusement, donc il ne sera pas présent à ce débat. Il y a également Jean-Stéphane Devis, tout à ma gauche, donc, qui est directeur adjoint des programmes du WWF, qui est partenaire avec la FNAC donc, de cette semaine du développement durable. Alain Grandjean, qui est juste à côté de moi, qui est économiste, qui est également fondateur de la société Carbone 4 tout court. Voilà, Carbone 4, on parlera tout à l'heure de cette société, et qui est auteur également du livre C'est maintenant, 3 ans pour sauver le monde. Et pour terminer ce tour de table, eh bien Jean-Pierre Tabet, qui est expert national auprès du directeur exécutif de la stratégie et de la recherche de l'ADEME. C'est le titre exact, c'est bien ça, Jean-Pierre Tabet? Voilà, écoutez, prenez votre micro par contre. Je m'occupe du changement climatique à l'Agence de l'environnement de la France. Parfait, vous êtes bien à l'ADEME et on parlera tout à l'heure justement de ce que vous faites concrètement. Dérèglement climatique, Yves Cochet, j'ai envie de débuter ce débat avec vous. L'anti-manuel de l'écologie, votre livre se termine par une série de lettres écrites par un certain Jules A, qui est ingénieur écologue à l'Organisation mondiale de l'environnement. Alors, je voudrais juste lire, hein. Nous sommes à Londres le 22 mars 2022, c'est pratiquement demain, et ce monsieur, Jules A, écrit en 2022, donc la moitié des 7 milliards d'habitants de la planète souffrent de pénurie d'eau. 2 milliards d'entre eux n'ont pas accès à l'eau potable et sont menacés par le paludisme, qui a tué 3 millions de personnes en 2021. Les 2 tiers des espèces naturelles émergées abritant la faune et la flore sauvage sont détruits, fragmentés ou perturbés au profit des villes, des routes, des lignes électriques et des aéroports. 1/4 des espèces de mammifères et plus de 1000 espèces d'oiseaux ont disparu depuis l'an 2000. Yves Cochet, c'est quoi? C'est un cri d'alarme? Ou alors vraiment c'est votre perception de 2022? Alors, ça n'est pas ma perception, car tous ces chiffres sont tirés de rapports soit de l'ADEME, soit de l'ONU, notamment bien sûr des rapports du GIEC, soit des rapports du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ce sont des chiffres prospectifs, bien entendu, mais qui montrent que dans tous les domaines, disons, de la biosphère, de l'écologie au sens naturaliste du terme, eh bien, il y a une dégradation aussi bien climatique que hydrique qu'au point de vue de la biodiversité. Donc moi j'ai essayé de, pas romancer, mais disons de faire un petit compte-rendu de voyage de cet ingénieur écologue de l'Organisation mondiale de l'environnement qui n'existe pas. Hein. Qui existera peut-être un jour. Mais je l'espère, il y a bien l'Organisation mondiale de la santé, du commerce et du travail et d'autres choses. Curieusement, il n'y a pas d'OME. Il y a différents accords internationaux, 300 ou 400, qui concernent ponctuellement tel ou tel aspect de l'environnement. Par exemple, la Convention climatique, hein, qui est la plus connue d'entre elles, avec le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, mais il n'y a pas une organisation mondiale de l'environnement. Alors je fantasme en pensant que ça existera peut-être bientôt et que cet ingénieur fait le tour du monde et constate la dégradation et le très mauvais état de santé de la planète et de ses habitants du point de vue politique, économique et social. Oui, tous les voyants sont au rouge selon vous. Pas uniquement en 2022, mais aujourd'hui en 2009. Oui, je prends encore une fois les rapports, par exemple, du Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a été fait, qui a été créé en même temps que le premier sommet de la Terre. C'était en 72 à Stockholm,
Voilà maintenant 35 ans, il y a eu un premier sommet de la Terre. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les gouvernements ont créé les ministères de l'environnement dans la plupart des pays au moins développés. Eh bien donc ça fait 35 ans, et à peu près tous les 10 ans, ils font un rapport qui s'appelle GEO3. En anglais, GEO, ça veut dire Global Environmental Outlook, c'est-à-dire prospective environnementale ou écologique pour l'avenir. Et ils essaient de se projeter toujours 30 ans à l'avance. Eh bien, il y en a déjà eu 4, et le dernier qui date de 2007, en même temps que le rapport du GIEC, d'ailleurs de 2007, est tout à fait alarmant sur l'ensemble de l'écologie naturelle. Oui, et justement pour en revenir à ce livre, est-ce qu'on peut vraiment dire que aujourd'hui votre combat il est pris au sérieux? Parce que ça fait de nombreuses années, Yves Cochet, quand même, que vous dénoncez justement et que vous alarmez, que vous posez des questions au gouvernement sur ce thème. Est-ce qu'aujourd'hui le combat il est réellement pris au sérieux? Alors oui et non. Oui, parce qu'on voit que certaines grandes voix, je pense à Al Gore, je pense à Nicolas Hulot, je pense au WWF, je pense aux grandes associations environnementales et même au programme des Nations Unies pour l'environnement, bon, donnent vraiment maintenant un cri d'alarme extrêmement fort. Il y a Arthur Bertrand et tout ce que vous voulez. Mais quand je regarde, bon, il y a le protocole de Kyoto, il y a le GIEC dont je viens de parler, qui commence à être connu, mais en réalité, quand on regarde la lenteur des décisions politiques qui seront en aval de ces cris d'alarme, eh bien, la lenteur est très forte. Je prends le Grenelle de l'environnement, qu'on est en train de discuter en navette entre l'Assemblée et le Sénat. Bon, c'est le petit premier pas qu'il aurait fallu faire il y a 25 ans. Je me demande si maintenant, en 2009, ça n'est pas minimaliste. Et en fait, ça le fera que faire rattraper à la France le fait qu'elle soit pratiquement la dernière dans le domaine de l'environnement en Europe, dans l'Union européenne, et qu'on va rattraper peut-être la moyenne. Donc il y a un énorme retard, non pas de la compréhension des choses, ni des cris d'alarme de la part de différentes institutions, différents auteurs, différentes associations, mais de la mise en œuvre concrète, réelle, à l'échelon communal comme à l'échelon européen ou mondial, de ces politiques d'évitement. Prenons le changement climatique, je vais terminer là-dessus pour ma phrase. Je me souviens, excusez-moi de faire un tout petit peu de politique, on a fait une campagne présidentielle en 1974 avec René Dumont, certains s'en souviennent encore, hein, c'était un grand agronome, un grand écolo. Eh bien, on parlait du changement climatique et du dégagement des gaz à effet de serre en 1974. Vous devez dire qu'à l'époque, tout le monde était plié en deux de rire en disant les écolos allaient jouer dans le bac à sable, si compte s'y retrouver la croissance. Or, le G20 aujourd'hui, vous allez voir son communiqué, il n'y a pas un mot, évidemment, sur le changement climatique ou la déplétion des énergies fossiles ou des matières premières. Et au contraire, la première phrase, sans doute, va être il faut retrouver les chemins de la croissance en régulant, etc. Donc on voit que 35 ans après la campagne de 74, c'est 35 ans, eh bien, le changement climatique est dans l'air du temps, il est dans les discours, il est dans les paroles, il n'est pas encore dans les politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus justement en matière de dérèglement climatique par rapport justement, est-ce qu'il y a des certitudes qui existent? Parce qu'il y a encore de ci et de là des voix qui s'élèvent, parfois même en France, de scientifiques sur ce problème des dérèglements climatiques. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus? Moi je regarde les rapports du GIEC, qui sont quand même plus de 2000 personnes qui s'occupent du climat depuis maintenant 20 ans, exactement. Bon, ils ont fait 4 rapports, le dernier en 2007. Ils disent le changement climatique est incontestable. 70% des émissions de gaz, plutôt exactement les gaz à effet de serre ont augmenté de 70% depuis 1970, depuis 40 ans. Hein, donc ça a augmenté beaucoup depuis 40 ans. Bon, on n'a jamais vu autant de concentration de gaz à effet de serre depuis 650 000 ans sur Terre. Voilà les chiffres du GIEC. Et donc, on voit évidemment l'élévation moyenne des températures sur la Terre, on voit l'élévation moyenne des eaux sur la Terre, et on voit la fonte des glaces. Ce sont les trois indices les plus sensibles qu'on peut observer, sans parler des événements météorologiques extrêmes qui actuellement sont encore modérés, mais qui vont devenir de plus en plus le cas. Donc ceci est à mon avis incontestable. Le seul problème, c'est que le GIEC présente 40 scénarios, et la quantification des émissions de gaz à effet de serre, peut-être que vous pourrez le dire aussi, à mon avis est trop forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie fossile. Les gaz à effet de serre, c'est simplement ce que j'appelle, moi, l'aval du carbone, c'est ce qui se retrouve dans l'atmosphère après qu'on ait brûlé du carbone. Du carbone, il vient essentiellement, ou le changement climatique vient essentiellement des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Eh bien, quand on regarde le bilan, non pas en aval, ce qui se concentre dans l'atmosphère, mais en amont, ce qu'il y a sous le sol, il n'y en a pas autant de carbone sous le sol
que disent les scénarios du GIEC. Donc il y a une petite incertitude sur le fait qu'on aille aussi loin que dit le GIEC, mais évidemment je ne suis pas du tout, comme Claude Allègre, un négationniste du climat d'origine humaine, d'origine anthropique, et je dis que bien sûr ce phénomène est un phénomène formidable qui va durer, comme dit la Bible, des siècles et des siècles. Voilà, vous dites, Yves Cochet, dans votre livre, c'est pas la fin d'un monde, c'est un changement de civilisation. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Oui, ben je veux dire qu'on va peut-être parler, peut-être avec le public, des alternatives à ce changement climatique et à cette perte, cette raréfaction des énergies fossiles et à la crise écologique en général. L'alternative n'est pas du type technique. On sait presque tout faire, mais ce n'est pas en remplaçant les centrales nucléaires par les éoliennes ou des centrales à charbon par du photovoltaïque, et toutes choses étant égales par ailleurs, qu'on continuera à vivre. On ne pourra pas, il faudra évidemment changer la base énergétique, bien entendu, mais il faut changer toute notre vie, même dans les domaines de la santé, de la justice, de l'éducation, du transport, de l'habitat, dans tous les domaines et sur tous les continents. Il n'y a pas les riches et les prolétaires du changement climatique ou de la raréfaction des fossiles, tout le monde sera touché de manière différenciée. Les plus pauvres, évidemment, d'abord, les gens du Bangladesh, par exemple, mais tout le monde sera touché, et donc tout le monde devra changer, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Il faut donc avoir une politique très volontariste, mais avec, évidemment, une imagination qui soit un petit peu décolonisée de la salade et de, je dirais, pour faire plaisir à Alain, de la religion de la croissance à tout prix. Voilà, vous avez posé il y a quelques semaines une question à l'Assemblée nationale à Jean-Louis Borloo. Vous lui disiez, nous pensons qu'il sera impossible de créer des emplois et même de maintenir les emplois existants sans procéder à une conversion écologique des secteurs concernés. Quand vous parlez des secteurs concernés, c'est quoi? C'est l'automobile, c'est l'industrie, c'est absolument tous les secteurs. Je connais bien M. Lévitz, là, de l'UWF, il faut que les pays du Nord, disons les pays de l'OCDE, les plus riches, le G20 si vous voulez, hein, pour simplifier, puisque c'est aujourd'hui, voilà, eh bien il faut que le G20 divise son empreinte écologique par deux. Alors l'empreinte écologique, je pense qu'il pourra vous en parler beaucoup plus savamment que moi, c'est vraiment ce qui mesure le mieux, c'est un indicateur comme le PIB, mais beaucoup plus juste à mon avis que le PIB. Pourquoi? Le PIB, hein, la croissance, eh bien ça mesure à la fois des biens et des mots MAUX. Quand le PIB augmente, on ne sait pas ce qui augmente. Par exemple, les accidents de la route augmentent, le PIB augmente. Donc ça, c'est des mots. Mais aussi, par exemple, l'éducation des petites filles augmente, le PIB augmente, et ça, c'est un bien. Et donc, quand on dit on va rechercher la croissance, l'augmentation du PIB, on ne sait pas ce qui augmente, si c'est les biens ou les mots. Alors que l'empreinte écologique, plus elle augmente, plus les mots augmentent. Ça ne mesure que des mots. Et donc, en diminuant l'empreinte écologique, en la réduisant, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Pourquoi je propose ce remplacement du PIB par l'empreinte écologique plus l'IDH, l'indice de développement humain du PNUD.